Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Batira Lauri. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche énormément de monde, la relation parent-enfant. Parce qu'on peut aimer profondément son enfant et malgré tout avoir du mal à communiquer, comprendre ses émotions, gérer des conflits ou simplement créer un lien. Et justement, le livre de mon invité aujourd'hui est une vraie boîte à outils humaine et concret. Dans Créer du lien avec son enfant, Laurence Michel propose des exercices, des clés de compréhension, des pratiques de méditation, d'écoute et de reconnexion. Mais ce qui est très beau dans ce livre, c'est qu'on comprend vite que pour créer du lien avec son enfant, il faut aussi parfois se reconnecter à soi-même. Laurence est institutrice depuis plus de 25 ans et ça se ressent énormément dans son approche. C'est accessible, concret, bienveillant et surtout applicable au quotidien. Laurence, merci d'être avec moi aujourd'hui. Merci Sandrine, merci pour l'invitation. J'ai très hâte d'en savoir un petit peu plus et surtout de permettre aux auditeurs qui nous écoutent ou qui nous regardent sur YouTube de te découvrir aussi. Question assez basique mais nécessaire, pourquoi avoir écrit un livre qui s'appelle Créer du lien avec son enfant? Pourquoi ce livre finalement? Au niveau du titre, c'était vraiment évident pour moi. Le lien, en fait, c'est déjà le lien avec soi-même. C'est un chemin que j'ai parcouru en tant que maman solo et je me suis rendu compte combien j'étais déconnectée de moi-même. Et puis aussi en observant le monde autour de moi, que ça soit d'adulte à adulte ou d'enfant à adulte, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses à apprendre. Et moi-même, j'ai parcouru ce chemin-là et je me suis dit, mais pourquoi pas en faire un livre? Et il y a une deuxième raison aussi, c'est parce que le thème de la famille, c'est un thème que j'ai dans mon cœur, que je vibre, que je vis. C'est vraiment un thème qui est très cher pour moi parce que justement, j'ai jamais eu ce socle bienveillant et j'ai parcouru aussi beaucoup de choses avec mes propres parents. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais ça m'a laissé pas mal de traces et pas mal de choses à transmuter pour être là devant vous et pour pouvoir vous en parler tout simplement. Génial. Et est-ce que aujourd'hui tu trouves que beaucoup de parents aiment leurs enfants? Ok, ça c'est un fait, mais ne savent plus vraiment comment créer une connexion profonde avec eux. Oui, tout à fait. On est pour moi sur des relations dans notre société actuelle, sur quelque chose qui est de l'ordre du superficiel. Il y a aussi beaucoup de compétition. Ça, c'est vraiment dommage. Et on est vraiment au niveau des émotions, c'est comme si on était coupé de nos émotions. Il faut savoir que la société, elle est vraiment axée beaucoup sur le côté mental. Le mental est utile pour compter, pour réfléchir, pour prendre des décisions, mais pas que. Et le but, c'est vraiment d'arriver à descendre, en fait, de se reconnecter au corps, au cœur, qui sait tout, qui est notre vérité, notre boussole intérieure. Et c'est ça qu'on a vraiment, pour moi, intérêt à apprendre, même quand on est adulte, ça s'apprend. Par exemple, je peux te donner un exemple très concret me concernant. J'ai jamais appris à descendre dans le corps. J'étais toujours quelqu'un qui était beaucoup dans le mental, dans l'intellectuel, qui aimait beaucoup me nourrir de livres, de formations. Et quand j'ai appris à décoder les émotions, ça a transformé les relations. Donc c'est quelque chose qui s'apprend à n'importe quel âge d'ailleurs. Voilà. Je souris parce que je me souviens de notre premier call, on s'est retrouvés à faire une méditation. Ah oui, c'est vrai. Ça, c'est pour les backstage, pour nos auditeurs. Mais moi, je trouve que tu prends une approche qui est quand même assez intéressante. Tu dis, bon, tout commence par les parents, bien évidemment, parce que les enfants, c'est des enfants, ils sont jeunes, on doit les accompagner. C'est finalement notre devoir en tant que parents, selon moi. Mais tu évoques le fait que le lien par le parent, donc que le lien commence par le parent. Et c'est ce qui m'a marqué dans ton livre. C'est que tu pars beaucoup de l'intérieur vers l'extérieur. Pourquoi le travail sur soi est-il si important dans la relation avec son enfant? C'est pas quelque chose auquel les parents vont penser immédiatement. Tout à fait, parce que la société, encore une fois, ne nous a pas appris à le faire. Mais on se rend compte que pour avoir une relation qui est bienveillante, authentique, apaisée, il est déjà important de faire ce retour à soi et se poser la question en tant que parent. Est-ce que je suis bienveillant avec moi-même? Est-ce que je me trahis pas? La trahison, je peux en parler. La trahison, c'est quoi? C'est se trahir soi-même, c'est dire oui quand on a envie de dire non. C'est faire passer ses besoins toujours après les autres. C'est manquer d'amour pour soi. Donc on peut pas aller vers l'autre, aller vers son enfant, aller vers même un adulte si nous-mêmes, on n'est pas bienveillant avec nous-mêmes. Et c'est déjà revenir vers soi et on peut par exemple faire
simplement un retour à soi en posant la main sur son cœur et en se disant « Ok, comment je me sens là maintenant ?» Mais est-ce que c'est ce genre de questions qu'on se pose? Non, non, jamais. Et pourtant, c'est très simple et on peut le faire plusieurs fois par jour et se demander « Tiens, comment on va ?» Pourquoi on le ferait toujours à l'extérieur? « Tiens, bonjour, comment tu vas? Et toi, comment tu vas ?» Et pourquoi on dirait pas déjà comment tu te sens? Parce que comment tu vas, tu as remarqué, on dit comment C'est de la Oh, ouais, courtoisie. je vais super bien. Alors qu'en fait, ça se trouve, c'est le chaos intérieur, en fait. Tu vois? Et ça, c'est quelque chose qui est, à mon avis, fondamental. C'est les bases. C'est comme quand tu veux construire une maison, tu as des étapes. Et ben, les étapes pour apprendre à créer du lien avec son enfant passent déjà par soi-même. Et ça, pour moi, c'est être avant de faire. C'est vraiment ça le chemin. C'est hyper intéressant d'ailleurs dans ton livre. Donc moi je le montre à l'écran. Si jamais il y a des personnes qui nous regardent sur YouTube. Donc on a quand même 14 chapitres qui sont hyper concrets où tu vas donner énormément de clés. Donc moi j'ai déjà la réponse, mais j'aimerais quand même aussi te réentendre sur ça parce que c'est vrai qu'on a beaucoup échangé. Mais est-ce qu'un enfant ressent du coup l'état émotionnel de ses parents? Comment ça peut se répercuter? Voilà, si tu pourrais peut-être un petit peu nous teaser sur ce qu'on pourrait attendre de ton livre et pourquoi finalement ça peut être un tremplin et un guide complet pour les parents en difficulté ou les parents Oui. curieux. Alors, je vais donner un cas concret, Sandrine, si tu me permets. On imagine qu'un parent revienne du travail et qu'il est exténué ou qu'il a passé une mauvaise journée. Ça peut arriver. Et il est déjà énervé. S'il ne prend pas ce qu'on appelle un sas de décompression, un moment à lui qui peut durer 5-10 minutes, ce qui va se passer avec son enfant, il ne va pas être en présence de son enfant. Ça veut dire quoi être en présence de son enfant? Ça va être vraiment à 100% avec lui. Mais si déjà il a de la colère à l'intérieur de lui, un rien va le faire et s'énerver sur son enfant. Il y a aussi une chose, si on a passé une mauvaise journée, on peut aussi arriver, ne pas faire de sas de décompression, aller directement vers son enfant, sauf qu'à l'intérieur, ça bouillonne. Et l'enfant, il y a ce qu'on appelle le langage non verbal. L'enfant ressent tout. Il est connecté à son parent, père ou mère. Il est connecté et il ressent tout. Et ce qu'il va faire, l'enfant, inconsciemment, il va l'appuyer sur tous les boutons pour lui dire « Hey, maman, hey, papa, tu peux aller, s'il te plaît, aller voir ce qui se passe en toi, là, parce que là, franchement, ça va pas. » Et c'est ça qu'on appelle justement le langage non verbal. En plus, l'enfant, c'est ce qu'on appelle une éponge émotionnelle. Il ressent tout, même sans le dire. Donc, c'est pour ça que je conseille véritablement aux parents déjà, dans un premier temps, de dire « Ok, je te laisse un petit peu, 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. J'ai besoin d'expliquer à l'enfant, c'est très important. Voilà, moi, aujourd'hui, j'ai pas passé une très, très bonne journée. Je vais prendre un petit peu de temps pour moi et je vais revenir avec toi, mais de la meilleure façon. » Vous voyez, c'est très simple. Et tu vois, dans le chapitre 2, je dis c'est si simple et pourtant, les gens ne le font pas. Parce qu'on se dit, oh, mais non, c'est trop simple, ça va pas fonctionner. Si, ça fonctionne, je vous assure. Moi aussi, j'ai traversé ce chemin et je peux vous dire que ça fonctionne. Ça me fait sourire parce que, même nous adultes, on fait pas ça. On n'est pas non plus éduqués à. Après, je vais pas faire de généralité, mais c'est vrai que c'est très sain de dire, écoute, voilà, si j'ai pas passé une bonne journée, laisse-moi 10 minutes, je reviens vers toi. Qui est quand même un niveau de maturité émotionnelle que Oui. malheureusement tout le monde ne l'a pas et je le vois encore autour de moi. Et c'est marrant de voir un parent exercer quelque chose d'aussi simple, mais finalement qui est vital pour l'enfant, l'état émotionnel, parce que comme tu l'as dit, l'enfant c'est un miroir de nous. Et il va venir appuyer sur tout ce qui va pas, même l'inconscient. Et du coup, ça permet aussi de rebondir sur un aspect que je voulais évoquer, c'est est-ce que parfois tu penses qu'on transmet sans le vouloir nos propres blessures à nos enfants? Tout à fait. Tout à fait. J'avais une interview, mais dans les premières interviews, justement, avec un jeune homme. Et il m'avait dit, c'est marrant parce que mes parents, ils avaient vraiment des attentes sur moi que je sentais inconsciemment. Ils voulaient absolument que je prenne cette voie-là. Et ce qui s'est passé pour leur faire plaisir, pour faire plaisir à papa et à maman, il avait pris cette voie. Il avait suivi certaines études pour être ingénieur. Résultat des courses, il est arrivé, il a eu son diplôme, il a eu des excellentes notes, mais il n'était pas heureux. Donc il a arrêté et il a repris son chemin à 25 ans. Et maintenant, voilà, il préfère plutôt avoir la caméra et filmer les gens ou faire des interviews. Donc je pense que c'est important en tant que parent, de faire confiance à son enfant. C'est extrêmement important. On peut lui dire, on peut le verbaliser, j'ai confiance en toi. Combien de fois je l'ai dit à mes enfants? Je leur ai dit, mais tu sais,
quel que soit le chemin que tu vas prendre, j'ai confiance en toi. Mais c'est le plus beau des cadeaux, c'est le plus beau des cadeaux qu'on puisse faire. Je dis ça parce que moi, je sais que dans ma vie, quand j'étais petite et même quand j'étais adolescente, j'ai jamais entendu mes parents dire ça et ça crée ce qu'on appelle des failles à l'intérieur de nous. On se sent pas soutenu. Il suffit que le parent ne soit pas là parce qu'il travaille énormément, on se sent abandonné. Bref, il y a toutes ces blessures qu'on rejoue à l'état adulte. Donc, autant apporter le meilleur à son enfant en lui disant déjà ça. Et puis, on peut très bien ne pas avoir reçu des choses étant enfant, en prendre conscience parce qu'on a œuvré sur nous-mêmes, on s'est peut-être fait accompagner ou tout simplement on l'a fait en parfaite autonomie et se dire ok, là, dans ces espaces-là, je me sens je sais que c'est compliqué pour moi, j'ai pas reçu ça ou ça, mais je veux donner le meilleur à mon enfant. Donc voilà, c'est une responsabilité de revenir vers soi, d'aller pacifier ce qui a besoin d'être pacifié, parce qu'on a tous ça, on a tous, de toute façon, des traumas, des injonctions parentales, on a tous ça. Mais notre responsabilité en tant que parent, c'est de prendre soin de soi, parce qu'on sait que tout est vibratoire et que même sans rien faire, sans rien dire, ça va avoir des conséquences positives sur nos enfants. Et il y a aussi une chose que je voudrais dire aux parents, ne jamais culpabiliser. Moi, j'ai une approche qui est hyper bienveillante parce que justement, on part d'un point où, peu importe où on en est, si on a cet élan de transformation, de changement, let's go. Et peu importe, franchement, moi je suis partie vraiment de très très loin parce que familialement, j'avais pas du tout reçu les codes et même au moment d'écrire mon livre et de me montrer, ça a été compliqué pour moi au début parce que fallait que je reste dans les rangs, que je me mette pas en lumière, ma parole était compliquée, etc. Donc ça a été un chemin. Et vous voyez, je suis là devant vous, voilà, et je sais que j'ai aidé énormément aussi de parents. Mes enfants sont vraiment maintenant heureux, ils sont contents de cette relation qu'on a instaurée ensemble. Donc tout est possible. Moi, c'est un message d'espoir que je veux donner aux parents. Tout est possible à partir du moment où vous avez cet élan de changer. Et le changement n'est pas si compliqué que ça. Je pense que l'erreur, à mon sens, que j'ai faite, donc c'est vraiment, je l'explique aussi, l'erreur, c'est de vouloir monter directement en haut de l'Everest. Le but, c'est de se dire, ok, qu'est-ce que je peux mettre en place? Ok, le soir, je rentre, je suis pas en présence de mon enfant. Ok, mais si j'étais simplement avec lui, mais ne serait-ce que 5 minutes, on s'installe, il n'y a pas de portable, il n'y a pas de télé, il n'y a rien, il n'y a que lui et moi, et on discute yeux dans les yeux. Rien que ça, est-ce qu'on le fait vraiment? Moi, pour le coup, quand j'étais maman solo, avec mes 2 garçons, j'avais l'impression d'être en présence, mais je me leurrais complètement. En fait, j'étais avec eux, mais aussi j'avais tout le côté domestique, tout le côté organisationnel, et je n'étais pas en présence du tout de mes enfants. Et même si je donnais l'illusion, et ce que ça a provoqué après, c'est vraiment une extrême fatigue et toujours se mettre en retrait. Donc pour les parents, commencez par un pas après l'autre. C'est là où vous aurez les meilleurs résultats. Et surtout, une deuxième chose aussi, ça c'est l'écueil dans lequel je suis tombée aussi, ne vous comparez jamais. Votre histoire, elle est unique. Votre enfant est unique. Vous-même êtes unique. Vous avez vous-même vos fardeaux, vous avez vous-même tout ce qui est transgénérationnel, ce que l'on vous a transmis, et c'est OK. Vous partez de là et vous commencez à amorcer petit à petit le changement, un pas après l'autre. Et vous allez voir après des choses se dessiner, votre enfant s'ouvrir à vous. Et c'est tout à fait possible. En tout cas, c'est la voie que j'offre aux parents dans le livre. C'est intéressant. Je disais que c'est intéressant ce que tu dis parce que en plus dans le livre, il y a par exemple le chapitre 9 qui s'appelle « Cultiver l'estime de soi chez votre enfant ». Et tu vas mettre aussi en parallèle l'estime de soi et la confiance en soi. C'est sûr que les parents sont très fédérateurs de ça. Enfin, c'est eux finalement qui... Généralement, j'ai remarqué que voilà, à l'âge adulte, au début de sa vingtaine et jusqu'à la fin de sa vie, on guérit en fait les traumas, le manquement qu'on a eu pendant notre enfance. Et c'est intéressant quand tu parles d'estime de soi et de confiance en soi. Comment tu distinguerais les deux à ce niveau-là? Comment on permet à un enfant d'avoir une estime pour lui et comment on lui permet d'avoir une confiance en lui? Alors,
l'estime de soi et la confiance en soi, pour moi, elle n'est pas inhérente dès la naissance, on l'a pas. En fait, elle se construit petit à petit et pour moi, elle se construit dès la petite enfance. Et c'est en fonction du comportement de nos parents, en fonction même de leur propre évolution qu'on va l'avoir ou pas. Typiquement, quand on n'encourage pas son enfant, on lui permet pas justement de développer sa confiance et son estime. L'estime de soi, pour moi, c'est cette capacité déjà à avoir de la valeur, à se dire: «OK, j'ai de la valeur, je m'aime». Alors que la confiance en soi, c'est plutôt, passer à l'action, oser, y aller, parce que justement on a de la valeur, on sent qu'on a de la valeur et qu'on peut y aller, en fait. Ils sont interconnectés et c'est quelque chose que, en tout cas pour moi, c'est des piliers qui sont hyper fondamentaux. Si on les a pas, si on n'aide pas son enfant à développer, ces 2 compétences, je pense que ça on arrive à des situations où nos vies restent limitées, étriquées, où on est plus, dans la peur que dans l'amour, que dans cet élan de vie et moi j'ai vraiment justement ce chemin, je l'ai traversé. Je me suis dit à un moment: «Mais OK, je n'ose pas écrire parce que j'ai pas suffisamment confiance en moi ou peut-être que je n'ai pas assez de valeur» et en le travaillant, en regardant aussi tout ce qui s'était passé dans mon enfance, j'ai compris. Donc c'est un chemin, je dirais que ce livre, il est vraiment pour des parents conscients et responsables. Ça veut pas dire qu'on est coupable. Je fais bien la différence. Responsable, c'est de se dire: «OK, je vois que ce que je vois en face de moi ne me convient pas. Comment je peux être et faire autrement?» Et ça change tout, en fait. Dans ton livre aussi, à un moment donné, tu le dis et c'est aussi c'est quelque chose qui fait sens. On ne n'est pas parent, on le devient. Quel conseil tu donnerais à des personnes qui sont en burn-out maternel, paternel, où il y a une très grosse charge mentale? Précédemment, t'as évoqué le fait, bah, effectivement, tu rentres du travail, t'as plein de tâches domestiques à faire, t'as la tête pleine. Comment faire justement déjà dans un premier temps pour un peu diluer ce sentiment de charge mentale, enfin sentiment et réalité hein, complète. Tout à Comment fait. on fait pour voilà dégrossir le gros orage qu'on a au-dessus de la tête et quels tips tu pourrais donner à des mamans solo, à des papas solo pour qu'ils puissent eux aussi s'en sortir tout en se déculpabilisant? Tout à fait, ça me parle tellement. Je sais. Ayant vécu tout ça, ça me parle tellement. Déjà, je dirais: arrêtez de faire des checklists qui sont, vous savez, le parchemin là qu'on tu sais? Se Ticket de dire: caisse «Bah, quoi. OK», le truc énorme. Non, se simplifier la vie. Vraiment, ça, c'est une chose, qui est extrêmement fondamentale. Plus on se met de checklists, plus on se crispe à l'intérieur de nous, plus on ressent ce stress à l'intérieur de nous et moins on est vraiment avec son enfant aussi. Tout est interrelié, puis on va se dire: «Mais pourquoi mon enfant il est agité, il s'énerve et j'arrive pas?» et cetera. Donc déjà, ça, c'est la première chose et pour éviter le fameux burn-out, justement, j'ai fait un podcast là-dessus. C'est justement prendre soin de soi et une deuxième chose, moi, qui m'a vraiment servi quand j'ai compris ça, c'est que par rapport j'ai 2 garçons et il y a un des garçons, justement, avec qui j'avais un relationnel chaotique, difficile et je me disais: «OK Laurence, tu es le pilier, tu dois être là et tu dois être là pour ton fils H24». Ce n'est pas quelque chose que je conseillerais maintenant parce que ça crée justement la voie vers le, burn-out. Moi, j'y suis pas allée, mais j'étais à un moment extrêmement fatiguée parce que on a, un réservoir à l'intérieur de nous. Je vais vraiment dire des choses très simples pour qu'on comprenne. On a un grand réservoir d'énergie, mais quand on le dispatche et qu'on le donne et qu'on le donne et qu'on ne s'autorise pas à prendre soin de soi, à un moment, le réservoir est vide et c'est là où on ouvre la voie vers ce fameux burn-out. Idée numéro 1, prendre un temps pour soi, même un tout petit temps juste pour ah, décompresser. Vous pouvez faire la respiration du soulagement. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée aussi. C'est vraiment, vous arrivez dans votre siège et juste là, vous faites descendre l'énergie et vous autorisez à vous déposer. Ça, c'est vraiment la première chose et tu vois, c'est hyper simple. La deuxième chose, on peut simplement
Écouter de la musique si on aime, ça nous fait du bien. Fermer les yeux, respirer, regarder, observer, juste aller marcher. Il y a plein de choses. C'est en fonction de vos élans naturels. Et la troisième chose aussi, qui est hyper importante à mon sens, arrêtez de demander des conseils à tout le monde. Parce que demander des conseils à tout le monde, je l'ai fait aussi, je suis tombée dans cet écueil, eh bien ça revient à complètement perdre son... On ne sait plus où on va. On est plus perdu qu'autre chose parce qu'une personne va vous dire « Ah mais tu sais, moi si j'étais toi, mais t'es pas moi en fait ». Donc, si j'étais toi, je ferais ça. Et une autre personne, elle va dire l'opposé. Et ça crée beaucoup de confusion. Donc, c'est, à mon avis, revenir, et dans le livre, j'en parle de la respiration dans le cœur. Notre cœur, c'est notre boussole intérieure. C'est celui qui guide nos pas. C'est celui qui nous donne la voie. Donc, c'est apprendre à le faire. C'est très, très simple, vous verrez. Et en plus, il y a une méditation guidée que j'ai enregistrée aussi. Donc, ça vous permet aussi de comprendre de quoi il s'agit. Et c'est vraiment ça. C'est vraiment pour éviter le burn-out, revenir à soi. Mais ça, on nous le dit pas. Et il y a aussi un écueil, je pense que les parents tombent beaucoup aussi là-dedans, c'est la performance. On veut être un super parent, on veut être mieux, on se compare, elle fait ça. Non, stop. Soyez vous-même et je crois que c'est le plus beau cadeau que vous pourrez faire à votre enfant. Très intéressant. Alors, je reprends juste où tu dis qu'il faut, par rapport aux conseils, etc. Moi, je pars du principe qu'il faut au moins demander conseil à 2-3 personnes, faire la somme de ces conseils-là, prendre ce qui nous parle et laisser ce qui nous parle. Je pense pas que demander conseil, c'est quelque chose de problématique. En soi, c'est plutôt à qui on demande conseil. Est-ce que la personne auprès de laquelle on demande conseil, sur les points sur lesquels on va lui demander conseil, est-ce que je trouve que j'admire son parcours? Est-ce que j'admire ce qu'elle fait? Est-ce que, quand on a besoin d'aide ou de conseils, on pense toujours à certaines personnes autour de nous, tiens, je sais que telle amie, elle va plutôt m'écouter. Ouais. Je vais pouvoir déposer. Telle amie, elle va être plus dans le concret, dans l'action. Telle amie, donc voilà. Donc, je pense pas que... Mais je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que... Après, moi, je suis pas parent, j'ai pas d'enfant. Oui, Mais je me dis, quand t'es parent, c'est vrai que ça doit être un peu plus compliqué, dans le sens où les gens te donnent conseil. Ça remet un peu en cause, finalement, parfois ton rôle de mère vis-à-vis de tes enfants. C'est ça? Oui, alors, en fait, moi, je dirais autre chose. Tu parlais de conseils. Moi, à l'époque, quand j'avais cette relation conflictuelle avec mon grand, j'en parlais autour de moi. Alors, il y avait plusieurs feedback en fait, pardon. Il y avait des parents qui me disaient « Oh là là, mais ma pauvre, ça doit être tellement difficile. » Alors là, bon, vous êtes dans le statut de victime, pour en sortir, c'est pas terrible. Ou bien, et je demandais « Et toi, ça va avec ton enfant ?»« Ah ouais, super. Moi, tout roule, tout va bien. » Ah ouais. Ok. Tu demandes à une troisième. Ah oh non, mais moi c'est cool, il est tranquille et tout. Ok. Puis au fur et à mesure, je me suis dit, alors moi je me prenais ça en pleine face, je me dis, mais mince et tout, je comprends pas. Non. Et Tu puis te sens seule, finalement, quoi, au final. je me sens seule. C'était le cas, de toute manière. Je me sens seule. Et je me suis rendu compte, en fait, que beaucoup de gens ne regardaient pas la réalité en face et niaient. Complètement. Et quelques années après, qu'est-ce que j'ai remarqué? C'est que ces mêmes personnes qui me disaient non, mais tout roule, tout va bien, eh ben, elles se séparaient de leur conjoint, etc. Parce que, voilà, c'était compliqué, les enfants avaient pris trop de place, ils avaient créé beaucoup de conflits parce que ça peut, si vraiment on ne résolve pas en couple, en fait, ces aspects-là où des fois ça tiraille avec les enfants, ça peut créer des problèmes aussi dans le couple. Hein. Donc ça, j'ai vu des gens se séparer, ou bien finalement, finalement, c'est pas si facile que ça, et à un moment, on peut plus cacher. Donc, c'est notre responsabilité, c'est aussi d'être authentique et vulnérable. La vulnérabilité, c'est quelque chose que j'ai appris vraiment sur le tard, c'est dire, ok, moi, je vis ça. Et j'ai pas honte, en fait, finalement. Ok, j'essaye, je fais de mon mieux. On fait toujours de notre mieux. Et si j'avais un message à passer, mais pour moi qui est fondamental, c'est la notion de vous êtes toujours là où vous devez être, en fait. Et c'est ok. Quel que soit l'endroit où vous partez, ce n'est pas grave. Il existe des solutions et il n'y a pas de culpabilité. C'est très important. Et ça, c'est quelque chose, j'aurais aimé entendre ça à l'époque. Ça n'a pas été le cas. Ça a été ce chemin-là que j'ai parcouru. Et faites-le. Ça peut vraiment déjà transformer les choses. Faites toujours de votre mieux, de toute manière.
Les gens font toujours de leur mieux, vraiment. Il y a très peu de gens qui vont laisser leurs enfants de côté. Non, il y a des gens qui se sentent démunis, il y a des gens qui se sentent coupables parce ils ont l'impression de ne pas faire assez. Mais non, revenez à vous et je vous dis, c'est vraiment la clé de départ, hein, le point de départ essentiel. Il y a aussi une phrase qui m'a beaucoup plu dans ton livre, c'est mieux vaut fait que parfait. Ouais, ça c'est ça. Ça, j'ai trop aimé. Ça, dit, c'est le déclic. Quand j'ai vu la phrase, j'ai dit, mais elle était où depuis tout ce temps, cette phrase-là? En fait, je l'ai partagée parce qu'en fait, c'est cette phrase qui m'a donné le déclic, vraiment, enfin, l'un des déclics pour écrire ce livre. Je me suis dit, OK, t'es pas parfaite? OK. Et qui est parfait, de toute façon? Personne. Personne au monde n'est parfait. Donc, apporte ton savoir-être et ton savoir-faire parce que t'as vécu déjà un chemin assez long, semé d'embûches et voilà, des fois très chaotique. Et t'as eu des résultats à la clé. Donc, ose être authentique. Ça, c'est une valeur que je chéris dans mon cœur, vraiment. L'authenticité. À l'heure des réseaux sociaux et du côté tout illusion, moi, je prône plutôt vers des relations authentiques. Et en fait, vas-y. Donc, dans la vie, quand vous voulez faire quelque chose, soyez déjà bien avec vous-même. Ça, c'est aussi la clé. Et allez-y, osez. Parce que vous aiderez toujours une personne. Même si vous pouvez aider une personne, ça sera déjà bien. Donc, allez-y. Il faut aussi souligner que t'es institutrice, mais que même en tant qu'institutrice, t'as eu 5 ans où voilà, t'étais dans cette prison mentale de vouloir publier ton livre et d'hésiter et de justement vouloir aller chercher la perfection, etc. Je trouve ça tellement intéressant parce que j'ai eu beaucoup d'auteurs qui étaient pas forcément bons en français et qui ont fini par écrire un livre, mais c'est aussi bien de montrer ton exemple, même quand t'as les acquis sociaux, les diplômes, voilà, je sais, je me doute même pas que quand on a corrigé ton livre, c'était beaucoup plus simple que simple. Oui, voilà, c'était très simple. exactement. Oui. Mais même comme ça, on peut avoir certains biais et croyances limitantes, comme quoi tout le monde peut oser, tout le monde peut le faire et au contraire, parfois même les personnes qui ont le niveau ne vont pas croire en elles-mêmes dès le début. Donc ça montre bien que tout est possible. En fait, c'est une phrase, vous pouvez la mettre, tout est possible. Moi, ce que je me rends compte au niveau des enfants déjà très jeunes, hein, 8, 9 ans, 10 ans, ils me disent, est-ce que je peux? Est-ce que, en fait, ils demandent la permission, mais sur des choses, par exemple, vous faites de l'art visuel avec votre enfant. Est-ce que tu crois que je peux? Ben oui, ose, vas-y, fais-toi plaisir. Ces notions-là, on les a pas entendues beaucoup. Et se donner la permission soi-même. Et ça, on peut l'apporter à son enfant aussi. Et ce que tu disais là, il y a quelques minutes, sur le fait de ne pas oser écrire mon livre au début, c'est parce que j'avais d'une part la peur du jugement, ça c'était quelque chose qui était vraiment là, mais qui datait vraiment de mon enfance, parce que mes parents c'était chut, 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 fais pas de bruit, sois sage, sois une petite fille bien lisse, bien gentille, sois première en classe, enfin tu vois le genre. C'est pas ça qui va t'aider à avoir de la confiance en toi, je peux te dire. Mais encore une fois, pas de jugement, c'était des parents voilà, qui avaient aussi leur propre fardeau, ils ont fait comme ils ont pu, mais c'est vrai que nous, en tant que nouveaux parents, ou voilà, toi, certainement dans les années qui viennent, tu seras parent, évidemment, tu auras d'autres clés qui pourront encore plus aider ton enfant. Mais en tout cas, c'est ça, et ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, tu sais ce que c'est? Ah, bien sûr. Eh ben, c'est un manque d'amour de soi. C'est si on a tout l'amour à l'intérieur de soi, si on a tout l'estime, si on se dit « Ok, moi j'ai de la valeur, je vais aller aider les autres », on n'hésite pas, on fonce. Mais moi, en fait, j'écrivais, il faut savoir que depuis l'âge de 6-7 ans, j'écris. C'est une seconde nature. J'écrivais au départ, je créais en fait des histoires où je mettais mon père, ma mère, enfin ma famille en fait, avec des histoires qui se terminaient toujours très bien. Et puis ensuite, quand j'ai été adolescente, j'ai écrit comme beaucoup de jeunes filles sur un petit cahier où voilà, je collais les choses qui étaient importantes pour moi, je disais déjà des choses. Et puis au fur et à mesure, ça a été quelque chose de l'ordre du thérapeutique en fait. C'est-à-dire que mes émotions, comme j'arrivais pas à les exprimer, je les couchais sur du papier. Et j'ai toujours eu ce rapport à l'écrit hyper fort et c'est vrai que ça m'a toujours suivi. Maintenant, c'est autre chose parce que j'ai beaucoup œuvré sur moi. Donc, c'est vrai que maintenant, c'est plutôt l'écriture pour moi, c'est un moyen de partager
mon expérience et d'aider, en fait, d'accompagner les gens qui viendront vers moi et les gens qui vont me lire, en fait. On est plus dans cet élan. Tu vois, ça se modifie, ça change et c'est très intéressant, en fait. Mais l'écriture, c'est mon ami, en fait. C'est ça. Alors, en effet, dans ton livre, tu parles, tu as écrit et tu parles d'écriture, etc. aussi, sur certains exercices, mais tu parles aussi d'écoute. Mais concrètement, ça veut dire quoi, écouter son enfant? Quelle est la différence quelle est la différence entre justement écouter et entendre? C'est une excellente question, Sandrine. Alors déjà, écoutez. Alors je vais prendre un exemple concret. En dehors de l'enfant, je vais prendre par exemple toi et une amie. Tu es dans un café, elle te raconte sa vie, tu racontes la tienne. Est-ce qu'à un moment, tu as envie de la couper dans sa conversation, dans ce qu'elle te dit? Est-ce que ça t'arrive? Moi déjà, je pose la question aux gens. Vous n'avez pas envie, des fois, vous faites déjà votre scénario dans votre tête et vous n'écoutez pas forcément la personne en face de vous. Pour moi, l'écoute est une véritable compétence qui s'acquiert aussi avec le temps. On n'a pas été éduqué à écouter. Tout va très vite. La personne pose une question, on écoute à peine sa question et on va tout de suite se dire notre mental, ça y est, il part voilà, il est tout de suite là-dedans. L'écoute, c'est déjà, on plonge son regard dans l'autre. C'est vraiment pas simple parce qu'on n'a pas été éduqué comme ça non plus. Et on est dans cette présence où on est vraiment dans cette... Je ne réfléchis pas, je ne laisse pas mon mental prendre le dessus, j'écoute, je suis là, en fait. Je suis là. Être présent, c'est être là pour l'autre. Et c'est simple et c'est tout. C'est simple, mais c'est très compliqué. Parce qu'on a envie d'interagir, on a envie de couper la personne dans ce qu'elle dit, parce qu'on a des choses à dire nous aussi, et on l'écoute pas. Donc, écouter, c'est ça. Donc maintenant, au niveau de l'enfant, l'écouter, c'est le laisser, par exemple, s'il est en colère, même contre vous, ça peut arriver, bien sûr, hein. Toutes les familles l'ont vécu. Au lieu de le couper et l'essayer de se justifier, combien de fois on a essayé de faire ça à nous, parents? Oui, mais tu exagères parce que là, j'ai essayé de... Non, tu es là, tu ne coupes pas ton enfant, tu le laisses s'exprimer, tu lui laisses la place, tu laisses la place aux émotions, et une fois qu'il a terminé, tu lui dis « Ok, j'entends ce que tu me dis. C'est ta façon de voir les choses, mais écoute, et si tu... Regarde, et vous donnez des exemples concrets à votre enfant, mais laissez-le s'exprimer, sans juger, sans couper. Et c'est ça l'écoute, la vraie écoute. Et qu'est-ce que c'est difficile? C'est difficile de le faire, mais on y arrive. Hein. Au fur et à mesure des années, on y arrive. C'est tout un art et c'est plus qu'une soft skill, ça peut même en devenir une hard skills selon moi. Quel conseil tu pourrais donner, un conseil simple aux auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui, qui peuvent appliquer dès lors qu'ils écoutent notre podcast pour améliorer leur communication avec leur enfant, hors contexte, voilà, où c'est conflictuel, etc. Mais quels pas ils peuvent faire d'ores et déjà vers leur progéniture? Tout à fait. Alors moi, j'adore les cas pratiques parce que je pense que ça parle à beaucoup de gens. Alors moi, je vous conseille un exercice que j'ai moi-même fait qui est, à mon sens, qui est le début de quelque chose. C'est un premier pas. C'est en lien avec l'écriture en plus. Alors si vous n'aimez pas écrire, c'est quand même important parce que l'écriture, il y a un lien entre le cerveau et l'outil scripteur et ça va déjà amorcer, ça va déjà donner une information à votre cerveau que, ok, t'es prêt à changer là et tu me le montres. Donc typiquement, vous allez prendre une feuille, vous allez marquer votre point A en utilisant le présent et vous allez simplement décrire la relation que vous vivez avec votre enfant sans minimiser, sans faire l'autruche, en vous déculpabilisant et sans jugement. Par exemple, actuellement, je vis une relation où je me sens vraiment pas bien du tout, j'ai l'impression que mon enfant ne m'écoute pas, ça me porte sur les nerfs, je me sens impuissante, etc., etc. Et vous donnez vos ressentis. Et ensuite, dans le point B, c'est comme un GPS. Où tu veux aller? C'est quoi la destination? Où tu veux te rendre finalement? Dans le point B, vous allez marquer la situation au point d'arrivée. Qu'est-ce que vous voulez obtenir dans cette relation avec votre enfant? Dans la communication, par exemple. Aujourd'hui, c'est génial. J'arrive à communiquer parfaitement bien avec mon enfant.
je l'écoute, qu'est-ce qu'on rigole, on partage des moments de complicité super. Et mon enfant s'est ouvert à moi. Par exemple, ça peut être ça. Toujours écrire au présent. Ensuite, une fois que vous avez ça, vous allez relire cet exercice tous les jours, de façon à commencer à amorcer le changement. Vous allez voir, le fait de le lire, ça va petit à petit vous donner des petites choses à mettre en place. Je n'ai pas de conseil à vous donner entre le point A et le point B. Pourquoi ? Parce que nous sommes tous créateurs de notre vie. Et comme on est parents et on est unique, en lisant ça, le point A et le point B, votre cerveau, il va se mettre en action. Et votre cerveau va trouver de lui-même des solutions, mais qui vous conviennent à vous. C'est pas Laurence Michel qui va vous dire « tiens, fais ci, fais ça ». C'est vous, c'est reprendre votre responsabilité, votre pouvoir sur votre pouvoir créateur et votre créativité par la même occasion, en disant « ah mais oui, ça serait super si je faisais ça. Tiens, et si j'essayais ?» Vous essayez, ça fonctionne. Ok, ça fonctionne pas, c'est pas grave. Vous faites un autre pas, etc. Et ça va vous redonner de la confiance aussi. Plus vous allez tenter des choses, plus vous allez créer, et plus vous allez voir que ça fonctionne, plus vous allez avoir confiance. Et vous allez voir, c'est un échange virtueux entre vous et votre enfant. Je vous laisse découvrir, hein, mais c'est un outil qui est vraiment puissant, vraiment. Ouais, complètement. Je trouve qu'il permet de faire un état des lieux aussi mental et de pouvoir tout coucher sur papier. Et ranger en fait les émotions ou les ranger, c'est mal formulé, mais je veux dire les extérioriser parce qu'il faut que ça sorte, que ce soit par le biais d'une activité physique, une conversation, une lettre, etc. Mais je trouve que c'est génial parce que ça permet vraiment de faire l'état des lieux. On en est où aujourd'hui et où je veux aller demain, et savoir ce qu'on veut aussi, parce que parfois, on peut vivre certaines situations, même dans le lien humain, parce que ton livre, il va au-delà du créer le lien avec son enfant. C'est, je pense, seulement créer du lien avec son intérieur et son enfant intérieur pour pouvoir se connecter à son enfant physique qu'on a mis au monde. C'est aussi pouvoir vraiment se connecter à soi. C'est exactement ça. D'ailleurs, je parle de l'enfant intérieur parce que l'enfant intérieur, c'est notre petite fille ou notre petit garçon qui est logé à l'intérieur de nous et qui ne nous quittera jamais, qui sera au dernier jour. Et ça, moi, je le savais pas, hein, il y a quelques années de ça. Et puis, je me suis dit, mais comment ça se fait que des fois, je me sens comme ça, comme ça? Et comment ça se fait que certaines situations viennent chercher des choses en moi? Parce que c'est des choses qu'on n'a pas résolues étant enfant. Et notre petite fille à l'intérieur, elle dit, oh, moi, ça me convient pas, ça. Essaie de faire autrement. Et puis, des fois aussi, en tant que maman, comme on s'oublie, et qu'on met toujours les besoins de notre enfant avant. On est programmés comme ça, hein, nous les femmes. Et bien en fait, la petite fille, elle a aussi envie de jouer. Elle a aussi envie de kiffer sa life. Pourquoi ça serait que l'enfant? Nous aussi, on est aussi importante que notre enfant. Et ça, c'est une démarche qui est nouvelle, qui est contre-intuitive, qu'on n'entend pas forcément partout, mais qui a vraiment des résultats probants. C'est hyper important. C'est notre responsabilité. Si on veut créer du lien avec son enfant, créons du lien avec nous et notre petite fille ou notre petit garçon intérieur, en fait. Ça, c'est important aussi. Il compte autant que notre enfant physique devant nous. Complètement, et je trouve que notre génération, elle est hyper privilégiée sur ça, dans le sens où on a de plus en plus accès aux thérapies, on est beaucoup plus conscient, mais selon moi, le dilemme, ça va justement être, d'un côté, quand j'observe la société de manière générale, je vois qu'on a conscientisé tellement de choses. Il y a 50, 100 ans, quelle que soit votre culture, d'où vous avez grandi, je vois très mal un psy ou quelqu'un lire un livre sur comment créer du lien avec son enfant. C'était très traditionnel, très cloisonné, etc. Là, je trouve qu'on est dans une génération où on a vraiment beaucoup, beaucoup d'outils et qu'on est beaucoup plus sensibilisé, et qu'à la fois, d'un autre côté, en parallèle, le monde y va hyper vite. Ça va vite, on est connecté. On a aussi des attitudes où on a du mal aussi à aller vers l'autre. On est moins, on est toujours derrière nos écrans. Après, ça reste mon avis. Je trouve il y a vraiment ce parallèle entre, on a des outils, on a de quoi faire. On ne doit pas se perdre dans la mare d'informations, choisir ce qui résonne, se faire accompagner par les bonnes personnes avec lesquelles on est aligné. Et de l'autre côté, on est quand même dans une société d'extrême consommation, ultra-consommation, où tout est centré autour de nous. Donc, est-ce qu'on reste sur le nous, moi, et je pense que c'est le dilemme des générations à venir, honnêtement. Ouais, il y a beaucoup de choses dans ce que tu dis auxquelles j'adhère. Et il y a deux choses.
Je vais quand même y revenir parce que je pense que ça peut vraiment aider les personnes qui vont nous écouter. La première chose, c'est prendre soin de soi ne veut pas dire égoïste. Combien de fois j'ai entendu ça et moi j'ai intégré cette information que m'occuper de moi, c'était être égoïste. Donc je me suis jamais occupée de moi. Donc il a fallu que j'arrive à 35-40 ans pour me dire « Ah ouais, quand même !» Donc ça, c'est vraiment le premier point. Moi, je dirais que c'est l'hygiène émotionnelle, elle est hyper importante, c'est la numéro 1. C'est vraiment prendre soin de soi, ça veut dire s'occuper de ses émotions, comme un enfant. Quand on a un petit bébé, on s'en occupe. Eh ben, nos émotions, on peut imaginer ces petits bébés qui ont besoin d'être juste écoutés, entendus, reconnus, et qui vont après disparaître comme les nuages au-dessus de nos têtes. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, parce que moi, j'ai eu aussi, comme beaucoup, on est tombé dans beaucoup d'écueils, etc. Il y a une chose aussi, tu parlais des réseaux et de cette profusion d'informations. Alors, il y a une chose, mais qui fonctionne tellement bien, et d'autres qui ne fonctionnent pas du tout, c'est l'information tue l'information. Je le dis, je me suis formée, ultra formée, parce que j'ai vraiment le côté intellectuel aussi très développé, mais je peux vous dire que c'est super pour nourrir le mental. Mais c'est pas ça qui crée le changement. Moi, pendant des années, je me suis formée en me disant « Ouais, ça va changer. » Non, ça change pas. Vous choisissez une personne avec qui vous avez un élan ou une deuxième personne. Ça peut être un écrivain, une écrivaine, et vous rentrez en communication avec elle, mais pas plus. Et après, vous restez là et vous pratiquez. Parce que si on pratique tout, et il y aura plein d'informations contradictoires et du coup, vous n'arriverez pas à avancer. Que si vous choisissez véritablement une ou deux personnes qui offrent des pratiques, vous les faites pas à pas. C'est ça qui va créer le changement. Et encore une fois, moi, c'est ce chemin que j'ai parcouru et en fait, je me suis rendu compte que c'était ça, choisir. Se choisir, tiens, je fais le pont, se choisir et choisir la personne avec qui vous sentez qu'il y a un élan, il y a quelque chose ça vibre à l'intérieur, vous dites oui, c'est elle, ou c'est lui, si c'est un formateur ou un écrivain, et c'est pas quelqu'un d'autre. Et c'est ça. Et aussi apprendre à vos enfants, une chose très importante que moi j'ai vue auprès de centaines d'enfants, plus ils ont accès à l'information, plus ils sont déconnectés d'eux-mêmes, de leurs émotions, ils savent même plus si c'est vrai, si c'est faux. Ils voient une vidéo, on leur dit quelque chose, 2 secondes après ils voient une autre, on leur dit l'inverse. Apprendre vraiment à revenir à l'intérieur, c'est votre boussole, c'est votre confiance, c'est votre vérité intérieure. J'insiste là-dessus. Et se faire confiance. En fait, si on a une estime de soi, on se fait confiance, on est capable d'avoir un minimum d'esprit critique, ok, je vais plein d'informations. Mais je pense effectivement que c'est une question d'équilibre et de croire en soi, suffisamment en soi pour choisir la bonne personne, le bon accompagnateur. Donc, toi, tu es institutrice depuis plus de 25 ans maintenant. Oui. Qu'est-ce que les enfants t'ont appris sur les adultes? Alors moi, je suis quand même assez atypique. Moi, je suis assez atypique. Je pars du principe que chacun peut s'apprendre des choses. Et que c'est pas parce qu'on est adulte qu'on sait tout et qu'on va apprendre tout à l'enfant. Pour moi, je l'ai souvent dit, nos enfants sont nos instructeurs. Et c'est assez rigolo parce que j'ai souvent dans des classes, j'ai dit non mais vas-y, apprends-moi. Mais comment ça? Oui, apprends-moi. C'est toi qui sais mieux que moi. Moi, je sais pas. Donc là, je vais donner un exemple concret aussi. J'avais une session rugby et il s'avère qu'un des élèves, en fait, lui faisait du rugby depuis qu'il était tout jeune et son père est entraîneur de rugby. Et je l'ai pris, c'est lui qui a coaché les autres élèves. Je lui ai dit, tu veux être le coach? Alors en plus, cet enfant, il est TDAH, et je peux vous dire que là, ça a fait exploser sa confiance parce qu'il s'est dit, quoi? Mais elle me laisse sa place. Mais non, je laisse pas sa place. Je ne sais pas. Tu vas m'apprendre. Et du coup, ce shift-là identitaire, mais vous pouvez même pas imaginer ce que ça provoque chez les enfants. Et les enfants vont très vite dans les transformations quand ils sentent qu'il y a des choses comme ça. Donc c'est important, à mon avis, en ce sens, de mettre en situation des moments où vous, en tant que parent, vous dites à votre enfant, ok. Apprends-moi. Et là, justement, j'avais, il y a 1 mois de ça, j'ai aidé une maman, elle était venue comme ça, de façon spontanée. Et elle avait un gros souci avec son enfant, très, très gros.
Et en fait, elle est venue me voir pour me demander conseil comme ça. Donc, bon, évidemment, elle a pris le livre, elle a regardé les pratiques. Et en fonction de sa situation, on en a discuté. Et son enfant, il adorait le foot. Et je lui ai dit, vous aimez le foot, madame? Elle me dit, oh, mais je sais pas trop jouer. Je dis, ah bon? Et si, au moins, vous alliez vers lui en lui disant, mais apprends-moi quelques passes, apprends-moi à faire ça. Comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Ben, ils vont créer des moments de reconnexion l'un à l'autre, des moments de partage, de complicité. C'est important aussi de voir les élans de son enfant. C'est important de voir là où il tend, ce qu'il aime. Et donc, en tant que parent, avoir cette ouverture d'esprit, même si on n'aime pas le foot, de dire, OK, je vais tester, soyez curieux et ayez cet élan de vouloir aussi partager d'une autre façon et d'être créatif, tout simplement, et ouvert aux apprentissages que les enfants peuvent vous apporter. Et ça permet aussi de parler sa langue, de s'accorder sur ses énergies, sa langue, et ça permet de rentrer dans son univers. Et je pense que ça peut aussi désamorcer des situations conflictuelles où on va se mettre au niveau de l'enfant, on va lui demander de nous apprendre, d'être vraiment à l'écoute et ouvert. Du coup, je m'interroge, quelle est l'erreur que beaucoup de parents font avec pourtant de bonnes intentions? Alors, déjà, moi, si tu me permets, je vais reprendre ce mot erreur. Pour moi, c'est un terme, moi, je dirais plutôt l'apprentissage. Les erreurs sont des apprentissages. Moi, j'ai souvent utilisé aussi ce terme en disant, oh, j'ai fait cette erreur-là, En fait, c'est des apprentissages chez la vie qui vous montrent que, OK, vous auriez pu faire autrement. Mais on a tous un niveau de conscience. Donc, on a fait ce qu'on a pu sur le moment T. Alors, pour répondre à ta question, à mon sens, de vouloir tout contrôler. Ça, c'est un poison. De vouloir contrôler, structurer à fond. Et aussi une chose que je vois malheureusement, je dis malheureusement parce que ça n'aide pas forcément l'enfant, de lui faire des emplois du temps dignes d'un ministre. C'est-à-dire que le mercredi n'est plus dédié à un mercredi où on peut aussi échanger, se poser et juste être et ne rien faire. C'est timer, 9h, 10h, 11h, tu as sport, ça c'est très très bien. Mais après on continue avec la musique et puis après on continue, il y a ça et ça ne s'arrête pas. Et c'est un emploi du temps, j'en ai vu, où l'enfant commençait à 9h, finissait à 17, 18h et il était crevé le lendemain. Donc, c'est simplement trouver le juste équilibre, ne pas forcer, observer son enfant. Peut-être qu'il y a des enfants, ils ont besoin de ce sas aussi de décompression le mercredi. Et c'est peut-être l'occasion pour vous, si vous ne travaillez pas, si vous avez pris votre mercredi, de trouver des moments de qualité, d'aller jouer 10 minutes, un quart d'heure avec lui, d'aller vous promener, d'aller faire du vélo avec lui. Il y a plein de choses. Et si l'enfant a beaucoup d'activités, à aucun moment vous allez trouver un moment pour échanger. Puis le week-end, on sait très bien, les parents aussi, ils ont plein de choses, le ménage, les courses. Donc, c'est arriver à trouver un juste équilibre et un équilibre qui convienne à tout le monde. Et observer son enfant, si on voit qu'il est fatigué, c'est qu'il faut peut-être décroître un peu toutes ces activités, en sélectionner une ou deux. C'est faire preuve de bon sens. Et savoir lâcher prise, qui est extrêmement compliqué. On est tous en chemin, je le dis, même moi. Merci beaucoup, Laurence. Je sais que tu as écouté quelques podcasts et du coup, il y a un petit jeu à la fin que je viens de renommer You Choose. Donc, pas de questions pièges, mais tu sais, c'est un peu les injonctions. Tu choisis ça ou ça, etc. Histoire de refaire redescendre un peu les énergies ensemble et auprès de nos auditeurs aujourd'hui. Autorité ou écoute? Écoute. Parler ou observer? Observer. Routine ou spontanéité? Spontanéité. Protéger ou faire confiance? Faire confiance. Patience ou lâcher prise? Patience. C'est ton dernier mot? En fait, les deux, tu vois. Mais patience, je pense que des fois, on va aller trop vite. On veut que les changements se fassent et on sème des graines et les graines, elles ont besoin de temps pour germer. Donc, patience. Mais lâcher prise n'est pas incompatible non plus. Les deux sont bien. Fallait choisir. Éduquer ou accompagner? Accompagner. Est-ce que tu peux nous donner un exemple, par exemple? Justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, accompagner, c'est à la fois avoir une structure, mais pas une structure rigide, une structure bienveillante,
ça peut être ritualisé si les enfants sont plus jeunes. Et en même temps, cet accompagnement, c'est « Ok, je te fais confiance. T'as envie de ça? Ok, je te fais confiance. On y va. » Et ça fait une différence, mais tu ne peux pas t'imaginer ce que ça peut faire une différence dans la psyché de l'enfant et dans le cœur de l'enfant. C'est fabuleux. L'enfant se sent reconnu, se sent entendu et c'est le début de très belles relations. Et j'en parle en connaissance de cause parce que actuellement justement avec mon fils, j'avais des relations vraiment compliquées. On a une relation de confiance, de partage, de complicité. Et justement parce que j'ai moi-même emprunté ce chemin. Et c'est pour ça que j'invite les parents à vraiment me suivre dans cette aventure s'ils en ressentent l'élan. Dernière question, mais celle-ci pour le coup c'est que du bonus. Si un parent nous écoute aujourd'hui et se sent un peu perdu, quel premier pas simple tu lui conseillerais pour recréer du lien avec son enfant? De se faire confiance. C'est le socle, de se faire confiance. Tu peux y arriver, toi parent derrière ton écran, tu peux y arriver car tout est possible. À partir du moment où on se dit « Ok, j'y vais ». Et c'est ça. Génial. Merci beaucoup pour ta participation aujourd'hui. Comment on peut te joindre? On peut trouver ton livre? Oui. Si on veut échanger avec toi, te rencontrer, oui. Where is Laurence? Where is Laurence? I'm speaking English too, you know. Non, mais en plus, c'est vrai. J'ai fait des études à la Sorbonne, à Paris 4 et en anglais. Donc voilà, non, mais je peux parler anglais. Je peux pas m'empêcher de faire quelques phrases en anglais parce que voilà, des fois, je pense en anglais aussi avec mon travail et tout. Donc j'adore l'anglais. C'est ma deuxième passion, l'anglais. Voilà. Ah oui, c'est ma deuxième passion. Alors, on peut déjà aller voir et s'abonner sur mon Instagram Laurence Michel Pro, tout en minuscules. Ensuite, on peut m'envoyer des messages vraiment spontanés. J'y réponds, alors vraiment avec grand plaisir. Et il y a aussi une adresse mail où vous pouvez venir échanger, me demander des conseils. Moi, j'adore accompagner, j'adore aider en fait les gens. Alors attends, c'est Laurence, faut pas que je me trompe. Tac. Ah oui, c'est michel.laurence@gmail.com. Voilà. Pour ma part, le podcast, il va être disponible sur toutes les plateformes d'écoute, donc oui. À savoir Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Podcast. Si jamais vous pouvez penser à quelqu'un qui pourrait écouter ce podcast et qui pourrait en tirer des apprentissages ou qui peut tout simplement lui faire du bien, admettons, il n'a pas Spotify pour diverses raisons. Le podcast aussi, il est disponible sur ma chaîne YouTube. Vous aurez l'occasion de nous voir aussi en vidéo parce qu'on le recorde aussi en vidéo. Et puis moi, je mettrai le lien de ton livre, excuse-moi, dans la barre d'infos YouTube avec ton profil Instagram. Comme ça, si on veut te joindre, on peut directement te joindre sans trop se prendre la tête et aussi acheter ton livre également. Merci pour cet échange, Laurence. Créer du livre avec son enfant, ce n'est pas seulement un livre sur l'éducation, c'est un livre sur l'écoute, la présence et la manière dont les personnes peuvent aussi nous transformer intérieurement. Un livre rempli d'outils concrets. Merci de ton humanité. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous et merci d'avoir écouté le podcast Bâtir Library. Prenez soin de vous et à très vite. Est-ce que tu vas rajouter un petit mot de la fin, Laurence? Eh ben, écoute, je vais dire un mot que j'ai écrit dans le livre « Je nous aime ». Je nous aime. Ah, c'est beau. Oui, je nous inclus tous. On mérite tous l'amour et on est l'amour, on incarne l'amour et voilà, on se fait confiance et on avance tous vers ce chemin. Merci beaucoup Laurence, merci pour cet échange et moi je vous retrouve très bientôt sur Bâtir Library.